Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir, le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Ziggy. Oui. Zi étant votre nom, Oui. et Guy votre prénom. Ok. Nous invitons Monsieur Ziggy parce que c'est un retraité de la pêche. Et la pêche en Martinique nous interpelle. Nous sommes une île entourée d'eau de tous côtés. Et je ne comprends pas, et vous non plus sûrement, pourquoi la pêche ne se développe pas davantage en Martinique. Monsieur Ziggy, vous allez nous expliquer pourquoi. Vous avez commencé votre carrière quand dans la pêche? Alors, je commence à vous remercier, Monsieur Larouché, je vous en pour prie. votre invitation, pour votre acceptation, Je vous en prie. pour me permettre de me prononcer au sujet de la pêche. Bon, moi, je suis un ancien marin-pêcheur. Ça fait 35 ans que je suis en retraite. Mais depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 50 ans, j'ai pratiqué la pêche et même plus. Et maintenant, je ne suis pas sur la mer, mais la mer est en moi là jusqu'à présent. Alors donc, je ne peux pas permettre que on est sur une île pour qu'il faut toujours importer du poisson, tandis que nous avons de la ressource auto et nous avons des possibilités d'exploiter, mais comme les conditions ne sont pas réunies, moi j'ai décidé de tirer la sonnette d'alarme. D'accord. Et j'ai préparé des documents pour qu'on puisse voir, des feuilles de route pour qu'on puisse voir quels sont les éléments qu'on doit mettre en place pour pouvoir activer la pêche en Martinique et pour que la Martinique puisse se nourrir de poissons et à un prix raisonnable. Vous avez commencé dans la pêche à 14 ans. À 14... Que faisaient vos parents? Eh bien, j'ai laissé l'école à 14 ans pour des raisons de brutalité. J'étais maltraité à l'école, je prenais des cours. Et donc l'école m'a dégoûté, c'est un dégoût, c'est devenu un dégoût pour moi. Alors donc j'ai décidé de ne pas aller parce que c'était les coups tous les jours, et j'étais martyrisé donc... Vous étiez à quelle école? J'étais en fin d'études. Oui, je veux dire, dans quel établissement scolaire? En François. Au François? Ouais. D'accord. Ouais. Que faisaient vos parents alors? Alors mon papa était pêcheur, il a toujours été pêcheur. D'accord. Donc, à ma sortie de l'école, il m'a dit, mais si je ne vais pas aller à l'école, il m'a amené en mer, et puis depuis... Lorsque vous avez quitté l'école, oui. Et que votre papa vous a dit, bon ben tu vas venir faire la pêche avec moi, oui. Est-ce que vous avez senti qu'il était content que vous fassiez la pêche avec lui, ou est-ce que pour lui c'était un échec? Non, ce n'est pas un échec, il ne demandait que ça, parce qu'il avait besoin de quelqu'un avec lui, bien que je n'étais pas encore formé, mais il m'a formé. J'ai travaillé avec lui de 5 ans à 19 ans. D'accord. Et sans un centime. Hein. Il n'y avait pas d'argent, c'était travailler. Ah ouais, ça. Il m'a fallu sortir la nuit pour avoir des sous pour tenir le point. J'allais en pêche la nuit, et avec lui la journée. Et il y avait la campagne encore. On n'a jamais acheté des légumes, mais mon papa était un peu cultivateur aussi. Il allait à la campagne le lundi et le jeudi. J'étais toujours avec lui, je l'ai toujours suivi. Il soignait un porc. Parce que la pêche, c'était ça. Dans le temps, il fallait, ceux qui n'ont pas de terre à la campagne, mais ils avaient un porc, un cheval, une petite porcherie, un cochon, de porc pour aider, pour pouvoir payer le rôle et soigner la famille, puisque la pêche n'était pas... Si j'ai bien compris, vous êtes du François. Je suis du François, oui. Ok. Je n'ai jamais quitté le François. D'accord. Vous êtes une famille de combien? Vous avez combien de frères et sœurs? Eh bien, moi, j'ai 6 frères, 2 sont déjà morts, 3. Il reste 3. Donc vous êtes une famille de 7 enfants? 6. Donc vous... Alors les 3, j'en fais partie, hein, des 3 qui restent. D'accord. Mais on m'a dit que vous avez 6 frères. Non, vous êtes 6 en tout? La famille était composée de 6 personnes. 6 personnes? Ouais. Et donc 5 frères? Vous aviez 5 frères? Il y a 4 frères et 2 filles, et 2 sœurs. 4 frères, 4 garçons et 2 filles? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres garçons qui ont suivi la même voie que vous, c'est-à-dire la pêche? Pas du tout. Pas du tout, parce que mon père disait que mieux vaut qu'il ne mange pas de poisson au lieu qu'il aille faire la pêche. Ah bon? C'était pas encouragé. Lui, il m'a appris parce que je ne voulais pas aller à l'école. Mais les autres, non.
Il y a un qui était douanier, un autre était policier, un autre était comptable. Et les sœurs travaillaient à la sécurité sociale, donc ils ne sont pas versés dans un milieu. D'accord. C'était donc des fonctionnaires. Oui, ils ont fonctionné, ils étaient tous fonctionnaires. C'est-à-dire ce qui est un peu plus haut que le reste de la population martiniquaise, fonctionnaire. Oui. Quel regard vos frères et sœurs jetaient sur vous, le pêcheur? Ah ben, on s'en voyait rarement parce qu'il y a de ceux qui sont partis en métropole et puis il y a de ceux qui étaient là. Donc on communiquait. Quand j'allais chez mon papa, on se rencontrait, on mangeait ensemble. Ouais, mais bon, vous ne sentiez aucun mépris particulier? Non, il n'y avait pas de mépris. Non, ça non. D'accord. Le métier de pêcheur, donc à votre époque, est-ce que c'était un métier valorisé, valorisant? Comment c'était perçu? Un métier qui n'était pas valorisé parce que c'était ceux qui avaient raté l'école qui venaient dans la pêche. D'accord. Mais il y avait une politique des parents qui disait c'était être fonctionnaire, être machin, mais des métiers comme maçon, comme tout ça, on n'encourageait pas ça. Hein. D'accord. Est-ce que vous pensez que le métier de la pêche aujourd'hui est mieux considéré que lorsque vous étiez jeune? Donc il y a une évolution, mais comment dirais-je, le processus ne s'est pas agrandi tellement. Donc on est resté trop enfermé. Si ce n'était pas les DCP qu'on avait mis en place, eh bien il n'y aurait plus de pêcheurs parce que maintenant c'était la pêche à Miquelon et la pêche des casiers. Et le plateau continental est épuisé maintenant. Ils ont pêché sur ça 24 sur 24, la ressource, l'effort de pêche est trop dense, les pêcheurs ne peuvent plus pêcher pour gagner leur vie sur ça. Donc ce sont les DCP qui sont arrivés, et ce qui a permis que le pêcheur à présent il peut capturer jusqu'à 300-400 kilos de poissons. Mais ça n'existait pas avant. C'était la pêche à Miquelon, ils prenaient des poissons, mais pendant une période, et c'était mal vendu. Parce qu'il y avait l'afflux d'importation des poissons du Venezuela qui arrivaient, tout ça. Donc, j'ai dû faire maintenant un journal qui s'appelait Le Cri des pêcheurs pour pouvoir permettre aux produits locaux de se vendre et d'arrêter le poisson importé. Parce qu'ils importaient beaucoup de poissons blancs. Mais le poisson rouge, on ne peut pas pêcher suffisamment parce qu'on n'a pas le plateau. Il faut aller en Guyane. C'est là seulement qu'on pourra s'en sortir. Il y a très peu de bateaux qui font ça. Qu'est-ce que la pêche à Miquelon? Ça veut dire quoi? Eh bien, pêcher la dorade, le taza, le requin, les poissons immigrateurs, les poissons dans les gonzos. Pourquoi vous dites Miquelon? Le mot Miquelon signifie quoi? Miquelon, c'était ça. On disait la pêche à Miquelon. Donc ça commençait à descendre. C'était la pêche au large, en fait. Au large, oui. Enfin, semi-large, parce que pour le vocabulaire marin, le large, c'est vraiment le plus simple. Oui, c'est pas à l'horizon, quoi. Oui, semi-large. On perd de la terre. D'accord. Et puis vous avez parlé des DCP. C'est quoi les DCP? Les DCP, c'est un dispositif de concentration de poissons. C'est un dispositif qu'on a mis en place qui permet de stocker le poisson. Donc cet appareil, il y a un poids pour fixer l'appareil, et puis il y a un cordage qui monte en surface, et dans le cordage, il y a des boîtes de signalisation, radar, tout ça pour signaler, et puis il y a des bâches, des trucs qu'on met pour attirer les alevins, c'est-à-dire les petits poissons. Et ça fait une chaîne alimentaire. Alors les petits emmènent un petit peu plus gros, jusqu'à ce qu'il y ait des gros qui arrivent. D'accord. Donc c'est un appareillage, quelque part, qui a pour fonction d'attirer les poissons. Attirer les poissons. Pour stocker le poisson, ça considère une zone de pêche. D'accord. Alors donc les variétés sont dessous qu'on pêche. D'accord. On pêche des dorades, des saumons, des tazards, des thons noirs, des bonites, des bariolés, des bécunes, donc des béchines, hein, des varés. Donc c'est un dispositif qui a quelle dimension en diamètre? Et ils mettent ça jusqu'à 2000 mètres, jusqu'à combien de 1000 marins maintenant? C'est très loin, ils mettent ça très loin maintenant, jusqu'à des kilomètres et des kilomètres. Hein. Ok, mais l'appareil lui-même, il a quelle dimension, l'appareillage? C'est comme c'est là. C'est un plot, c'est un poids qu'on met. Oui. Maintenant, ils ont, comme ça par terre, ils ont augmenté les poids, ils ont mis des barils
de barils, ils ont rempli de béton, ils changent les méthodes pour essayer d'améliorer. D'accord. Ouais. Mais ça part, quelquefois, quand il y a un coup de courant, ça part, on les perd. D'accord. Mais je ne comprends pas. Donc les poissons viennent? Oui, ils viennent. Parce que ce qui les attire, c'est les bâches des machins. Vous avez vu au milieu, il y a un bout de filet, et il y a une bâche, il y a une certaine dimension. Et les petits poissons, ils viennent se cacher en dessous. Ce sont des alevins. Oui. Donc il y a ceux qui sont un petit peu plus gros qui viennent pour les manger. Oui. Et ainsi de suite, les petit peu plus gros. C'est une chaîne alimentaire. D'accord. Ouais. Donc vous avez des poissons jusqu'à 500-400 kilos qui viennent en dessous, hein, pour avaler un thon qui a peut-être 30-40 kilos. Ok. Et donc le pêcheur a ça, il sait qu'il a son DCP quelque part, et il a des saisons pour y aller, ou bien il peut y aller à n'importe quel moment. Il va à n'importe quel moment. Donc c'était un contrat qu'on avait passé contre un ami. C'est les autorités qui avaient mis en place avec l'Institut de pêche. On avait mis une quantité qu'on avait placée en divers lieux. Et puis il y avait 20. On avait posé 20. Et puis il y avait un suivi. Un suivi qu'après les 20, quand ça sera terminé, qu'on allait remettre d'autres, tout ça. Mais on n'a pas suivi les conseils qui étaient donnés. Tout le plan qu'on avait fait n'a pas été suivi. Le pêcheur a décidé de mettre lui-même. Alors ils mettent comme ça, ils ont des bouts de gueule quelquefois. L'un ne veut pas, l'autre pêcher en dessous. Il y avait tout. Et on avait prévu ça. Hein. On avait prévu ça. Donc au départ, il y a 20 DCP. Oui. Au départ. Au départ, ça n'existait pas. D'accord, mais quand on a commencé à mettre les DCP, on a commencé par en mettre 20. Mais il dit 20. Oui, l'État avait financé 20. 20. Il y avait toute une structure qui était mise en place. Il y avait l'école de pêche, il y avait l'Institut de pêche, il y avait la coopérative, il y avait le comité de pêche, il y avait l'État. D'accord. Donc tout ça, alors ils ont fait ensemble et chacun avait un rôle à jouer au point de financement, au point de vue matériel, tout ça. D'accord. Donc nous voilà en Martinique avec 20 DCP. Oui. D'accord. Oui. Ces DCP sont placés où? Dans l'Atlantique, dans la Caraïbe, dans l'Atlantique, tout autour. D'accord. Et comment vous avez choisi l'endroit où vous placiez ces DCP? Eh bien, on a sur la carte, hein. On a visionné sur la carte, mais il y a de ceux qui étaient mal placés. On les a mis trop, parce que le poisson pélagique reste jusqu'à 2000 mètres. D'accord. Qu'est-ce qu'un poisson pélagique? Le poisson, eh bien, c'est un poisson immigrateur, c'est un poisson qui est entraîné par le courant, qui fait le tour de l'île, qui va en fonction du courant. D'accord. Mais quand il rencontre le DCP, le dispositif, il reste, puisqu'il y a de la pâture en dessous. Il y a de quoi manger. Ils veulent se nourrir, ils restent là. Mais pour un temps, il y a quelquefois, ils partent. Quand le courant n'est pas bon, et jusqu'ici, on ne sait pas s'ils partent, parce qu'il n'y a pas d'expertise pour savoir si le poisson ne descend pas à certaines profondeurs. Et tout ça, je vais mettre ça en place parce qu'il y a des choses à étudier encore. D'accord. Oui. Lorsque le gouvernement, et puis on a mis en place ces 20 DCP, il y avait combien de pêcheurs en Martinique, à votre avis? Il y avait comment dirais-je, ça environnait à peu près presque 1000 marins pêcheurs à peu près. Hein. Mais ça a diminué considérablement. J'ai demandé là, on m'a dit à peu près 400 qui restent. Ok. On va y venir. Donc il y a 1000 marins pêcheurs et on met 20 DCP. Et comment les marins pêcheurs se répartissent? On peut pêcher à plusieurs dessus. Donc ça suffisait pour 1000 marins pêcheurs, 20 DCP. Oui, ça. Et ils réussissaient, mais il n'y avait pas de bagarre? Ils ont commencé à se chamailler à partir du moment qu'ils ont mis eux-mêmes les DCP. Et ceux qui n'étaient pas autorisés. Parce qu'il y a des risques. Il faut avertir parce qu'il y a des bateaux qui naviguent, il y a tout ça, il y a tout un dispositif à mettre en place, mais ce n'est pas respecté, ils vont eux-mêmes y mettre ça. Donc, le problème de la Martinique, c'est qu'on met des lois, mais elles ne sont pas respectées. Alors ça ne sert à rien. Et c'est la débandade, c'est... Non, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, il y a 20 DCP, je suis pêcheur. J'ai 900 camarades. Oui. Je décide un mardi à 10h du matin d'aller chercher du poisson sur le DCP. Oui. Mais je risque d'avoir un tas de copains qui ont la même idée que moi et je me retrouve en compétition avec eux. Oui, mais ça ne peut rien parce que le poisson, c'est une étendue. Le poisson, on n'allait pas prendre le poisson qui est sur ça. Hein. C'est une vague de poissons qui se rassemble là. Hein.
Donc il y a tellement de poissons que chacun trouve son compte. Oui, on trouve son compte. On trouve son compte. D'accord. Et puis comme il y a plusieurs, on change quand celui-là n'en a pas, on va vers un autre, ainsi de suite. D'accord. OK. Et lorsque les pêcheurs ont commencé à mettre leur propre DCP, à votre avis, il y en a eu combien de DCP? Ah, je ne peux pas énumérer parce qu'ils mettaient, on ne savait même pas. OK. Est-ce que... Mais en tout cas, il n'y avait pas autant que quand on a mis les 20. Il n'y en avait pas autant, ça veut dire quoi? Ils ont mis. Parce que le DCP, ça coûte, ça prend du temps. D'accord. Il n'y en a pas eu 20 clandestins, quoi. Il n'y a pas? Il n'y a pas eu 20 DCP clandestins. Il y en a eu un ou deux, quoi. Ils sont partis, ça ne reste pas. Quand le courant passe, il y a des raz-de-marée, il y a des coups de courant. Ils s'entraînent le truc, c'est pas ça part. Okay. Ça peut durer un an, grand maximum 2 ans. Et pas... Maintenant, moi, je vais travailler sur ça maintenant pour que le DCP ait plus de durée. Je vais changer les techniques, je vais apporter des solutions. D'accord. On va modifier ça. Donc vous vous intéressez encore à tout ça, alors? Mais je suis dans la mer. Je ne suis pas sur la mer, je suis dans la mer. Aujourd'hui, les pêcheurs martiniquais produisent environ 17% de la consommation martiniquaise de poissons. C'est ce qui est prévu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais ce n'est pas normal du tout. Et c'est pourquoi, si je me soulève là maintenant, si je prends les choses en main, c'est pour prouver qu'on peut faire différemment. Bon, j'aurais pu continuer ce que j'avais commencé. Mais ce qui m'a découragé, c'est que j'ai vu que les professionnels eux-mêmes, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas intéressés. J'ai eu plus de problèmes avec les professionnels que les instances comme les affaires maritimes, comme les politiques, comme tout ça. Je n'ai pas eu de problème avec eux. On faisait des réunions, ils adhéraient, on a mis les choses en place. Mais le pêcheur, on les a inculqués dans la tête que c'était manger de l'argent, on leur demande de faire des statistiques pour qu'on puisse savoir le poisson, quelle quantité qu'il pêche, pour savoir comment agencer les choses. On avait même pris, l'IFOMER avait même demandé à l'État du matériel pour poser des DCP du côté de Sainte-Lucie, pour pouvoir suivre le poisson, pour voir son évolution là où il se déplace. Et bien, ils ont rouspété, ils ont fait Et c'est grâce à ça, si on a pu avoir le matériel, parce que la coopérative qui devait donner le matériel n'était pas en mesure de le donner. Donc c'est ce matériel-là que l'Institut de pêche avait, et j'ai pris ma responsabilité pour signer un contrat, pour prendre ça, parce qu'on ne voulait pas me donner, parce que ce n'était pas fait pour ça. Donc on nous a emprunté, et puis machin. Et puis on les a mis en place. D'ici 3 mois, j'ai travaillé assidûment dessus. Eh bien, les pêcheurs étaient invités à les monter. Ceux de Casse-Pilote dans le nord étaient là, mais à l'Atlantique, il n'y avait pas grand monde. Excusez-moi, vous avez quel âge? J'ai 88 ans. 88 ans. Oui. Et vous dites que vous allez vous en occuper. Je vais conseiller, mais physiquement, je ne peux pas donner, parce que déjà ma vue, c'est un handicap pour moi, je ne peux pas fonctionner comme je veux. Mais dans ça, j'ai ça en tête, j'ai tout. J'ai des schémas que j'ai déjà fait pour des techniques de pêche qui n'ont jamais essayé. Mais il y a un institut de pêche qui est censé de faire cela. Moi, j'ai fait dans mon temps, j'ai dépensé de l'argent pour pouvoir trouver des techniques, parce que j'ai apporté plusieurs techniques de pêche supplémentaires. Mais il y a un institut de pêche qui est là pour ça. Mais le pêcheur n'est pas motivé par ça. Ils ne vont pas voir les données. Il y a des expertises qu'ils ont fait. J'ai été à Boulogne-sur-Mer, à Calais, dans l'institut de pêche de Calais. J'ai trouvé les données qu'on a fait en Martinique à Calais, et on n'a pas ça. On ne venait pas chercher. Mais l'institut de pêche est relié avec la France, avec toute le machin, c'est l'Europe. OK. Mais il y a une école de pêche, c'est à Trinité, c'est là? C'est à Trinité. Donc il y a des jeunes. Non, c'est une vieille institution, mais qui ne fonctionne pas convenablement. Et ça fait de l'aquaculture aussi. Oui. Alors je suis entré en contact avec la personne qui est responsable. Aujourd'hui, elle m'a appelé ce matin, me disant qu'elle n'était pas là, donc elle est revenue, qu'elle veut me voir. Mais je voulais lui en parler. J'avais déjà parlé avec elle, lui dire que je vais faire la démarche. Mais quand même, ça veut dire que la transmission ne s'est pas faite quand même. Non, il n'y a pas. Attendez, excusez-moi, de deux choses l'une. Bon. Ou bien, attendez, la transmission ne s'est pas faite parce qu'il n'y a pas de jeunes qui s'intéressent à la pêche, ou est-ce que ces jeunes-là
Ils sont incompétents, je ne sais pas moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incitation aux jeunes. C'est un métier qui est dur, la pêche. Ce n'est pas un métier facile. Hein. Donc c'est un métier où ce qui succédait, c'était de père en fils, de famille. C'était la famille qui succédait comme ça. Et maintenant, on n'a pas, à l'école, on n'a pas fait. Et on n'a pas fait de transmission pour pouvoir enseigner les jeunes, pour leur permettre de voir. Mais j'ai mis ça dans mon dossier, hein, c'est dedans. Hein. Oui. Donc l'académie, il doit prendre ça en compte. Ça part de l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y avait une école de pêche qui formait des gens, mais les jeunes, quand ils voyaient que c'était difficile, ils partaient. Mais ce qui restait, c'était pour faire quelque chose d'autre. Par exemple, il y avait des mécaniciens de diesel. Mais quand ils avaient ça, ils allaient travailler chez Renault, ils allaient travailler ailleurs. Ils ne venaient pas sur un bateau de pêche. D'accord. Je regarde votre main gauche. Oui. Je ne vois pas d'alliance. Est-ce que vous avez été marié? Oui, j'ai été marié. Est-ce que vous avez eu des enfants? Il y avait 4 enfants. Est-ce qu'il y a un seul, c'est des garçons? Oui, il y a un seul qui a... Il a fait la pêche. Mais il n'était pas motivé suffisamment parce que s'il était motivé, il serait le premier pêcheur de la Martinique. Pourquoi il n'était pas motivé? C'est-à-dire qu'il n'était pas motivé. Je trouve qu'il a fait la pêche et il était très chanceux dans la pêche. Hein, parce que quand il est arrivé, il prenait 7, 8 tonnes. Hein, il pêchait. Et maintenant, l'État même a repris les rôles des pêcheurs. Ils leur subventionné, ils les ont subventionnés, on leur donnait une somme de 50 000 francs pour laisser ça. Parce que la pêche, au fait, ça ne rapportait pas suffisamment à l'État. Le pêcheur, il fallait toujours l'aider, et toujours... Donc, comme ça ne rapporte pas, on n'a pas incité, on a voulu supprimer ça, et puis faire du tourisme, faire des choses, tout ça. C'est ce qui n'est pas, moyen pas, ça n'a pas été. Vous aviez donc 4 enfants? Oui, des garçons? 2 filles. 2 filles, 3 filles et un garçon. Un seul garçon. Un seul garçon? Ouais. Vous n'avez pas bien travaillé? Si. Vous n'avez pas bien travaillé? J'ai pas bien travaillé? Ouais, vous avez fait 3 filles et un seul garçon. Ah, Dieu a voulu ainsi. Mais... Est-ce que si vous aviez eu des garçons, vous auriez aimé qu'ils deviennent pêcheurs? Oui, pourquoi pas. Si... Non, honnêtement, vous avez 4 garçons, vous auriez aimé qu'ils deviennent pêcheurs ou pas? Si mon fils était motivé comme il le faut, ce que je lui ai laissé, le savoir que j'avais, que je lui ai transmis, les engins que je lui ai donnés, s'il était motivé par la pêche, il serait le premier pêcheur. D'ailleurs, il allait évoluer, parce que mon but c'était de pêcher sur un bateau. Et quand j'ai vu que ça s'est mal passé, et le bateau ne correspond pas aux exigences de la pêche que je voulais faire, eh bien, j'étais arrivé tout près de ma retraite, j'avais déjà l'âge, alors j'avais déjà le service, puis c'était 25 ans, il y avait 25 ans, 6 mois. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté. Mais attendez, si votre fils aurait pu être fonctionnaire, vous auriez préféré qu'il soit fonctionnaire ou pêcheur? Non, pas du tout. J'aurais souhaité qu'il soit pêcheur parce qu'il aurait eu tous les avantages, il allait bénéficier de tous les avantages que j'avais. Mais c'est un métier difficile, pêcheur. Je lui ai montré des zones de pêche, il a emmené des gens dedans. Après, il y a de ceux qui ont pris les endroits et puis qui sont arrivés. Hein. C'est un métier difficile. Ouais. C'est un peu difficile, mais il faut l'aimer. Tout ce qu'on fait, il faut l'aimer. D'accord. Ouais. Fonctionnaire, c'est plus facile. Ah oui, fonctionnaire, il n'y a pas de danger comme la mer. On part en mer, on ne sait pas si on revient. Vous avez 2 problèmes quand vous êtes pêcheur, c'est vrai. Premièrement, il y a le danger de la mer. Oui. Ensuite, il y a le danger de revenir aux bredouilles. Est-ce que ça arrive qu'on part en pêcher? Ah, mais bien sûr, on arrive. Et précisément, la pêche actuellement, il faut l'orienter dans ce sens que quand on part en pêche, il ne faut pas revenir sans poisson. Donc il faut pouvoir pêcher 3, 4 jours, 5 jours, un mois. Mais j'ai fait 1 année avec un jeune, c'est un collègue, c'est dommage. Lui, il devait être là à côté de moi. Il n'est pas venu. Ça fait 6 mois que je l'appelle pour lui dire que je suis en train de mettre ça en place. De venir pour que je puisse lui demander les orientations, certaines choses. Il n'a jamais le temps, il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Et pourtant, pour lui, sa carrière est presque finie, il est déjà en retraite. Mais il continue toujours. Il a eu un bateau de 30 mètres. Il avait un premier bateau de 15 mètres.
Après, il a eu un bateau de 30 mètres. Eh bien, il revenait avec 4-5 tonnes de poissons dans le mois. Hein. Et du poisson rouge, il pêchait à Guyane. Il pêchait où? Il pêchait à Guyane. Il allait en Guyane pêcher? Oui, sur la bonne Guyane. Donc c'était la pêche vraiment au large, Ouais, c'est pas la pêche artisanale. Ouais, ouais. Donc il avait un gros bateau. Mais, ouais, il y avait un bateau de 30 mètres. 30 mètres. Et celui qui l'a acheté pour pouvoir continuer la pêche, mais il n'est pas de taille. Okay. Alors, il fait le commerce dessus, il achète du poisson, il revend. Qu'est-ce que vous avez dit là? Qu'est-ce que vous venez de dire? Okay? Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit, le gars qui a acheté le bateau, il voulait continuer la pêche, mais il n'a pas pu. Et ce qu'il fallait, il fallait acheter le bateau plus le capitaine. Et Oui. ce qu'il n'a pas fait. Oui. Alors donc, Et qu'est-ce que vous avez dit après? et le bateau, il a mis, et que ça lui sert de marchand, de marché. Vous Donc, me dites qu'il achète du poisson. il achète du poisson et il revend. Attendez, c'est une plaisanterie. C'est-à-dire un pêcheur. C'est pas un pêcheur, il est entré dans la pêche comme ça. Non, mais il achète du poisson. Oui, il achète. Qu'il met dans son bateau. Ouais. Attendez. Il le met, comme le bateau est frigorifié, il le met au frais sur le bateau. D'accord. Et puis il le vend. Mais c'est ce que faisait celui qui a vendu le bateau. Quand il pêchait, il vendait son poisson sur le port. Il y avait une installation. Non, attendez, il y a deux choses. Oui. Je peux vendre du poisson, je peux avoir du poisson. Oui. J'achète du poisson. Oui. Congelé. Je l'achète congelé. Sous glace, hein, c'est pas congelé, sous glace. Sous glace. Oui. Mais moi, je vous dis congelé. Est-ce que je peux acheter du poisson congelé, en mer par exemple, à des pêcheurs vénézuéliens ou je ne sais pas quoi? Oui, mais c'est pas en mer qu'il achète, hein, c'est des particuliers qui lui donnent ça ici. Alors, j'ai pas compris. C'est des particuliers qui sont en contact avec le Venezuela, qui ont l'habitude d'importer du poisson. Donc on lui cède du poisson. D'accord. Ouais. Donc c'est pas du poisson vraiment frais. Le poisson frais, c'est le poisson qui est toujours sur la glace. Pour les gens, c'est le poisson qui sort de la mer et arrive au jour. Oui. C'est pas ça. Le poisson, quand il est sous la glace, il est frais. Tant qu'il est bien glacé, le poisson reste frais. Quand vous alliez pêcher, vous restiez combien de temps en mer? Moi, quand je pêchais, c'était partir le matin, entrer le soir. Pour surveiller votre femme. J'ai entendu dans une émission qu'on a fait avec un jeune là, il a dit qu'il fallait qu'il reste près de sa femme, tout ça. Il n'y a pas ça hein, quand on a fait la pêche. Mais attendez, vous venez de dire, vous partez le matin, vous revenez le soir. Le soir, c'est oui. pour surveiller votre femme que vous revenez le soir. Je revenais le soir, mais je pêchais la nuit aussi. Hein. Ah bon, vous pêchez je partais la nuit, j'entrais le lendemain matin. Ah d'accord. Parce que quand je travaillais avec mon père, il ne me payait pas. Je travaillais au filet avec quelqu'un la nuit. Et le lendemain matin, j'allais en mer avec lui. Hein. D'accord. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on peut imaginer que des gens aujourd'hui achètent du poisson congelé, okay, le mettent sur leur bateau, le poisson se décongèle. Il n'est pas congelé, il est sous glace. Non, mais moi je vous parle de poisson congelé. Non, ils ne font pas ça. Ça ne se fait pas. C'est pas ce qu'il fait. Non. Il n'y a pas des gens qui achètent du poisson. Il se pourrait. Ça, je ne suis pas au courant. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas au courant? Non. Du poisson congelé qui se décongèle. Ensuite, je rentre devant et je dis aux gens, c'est du poisson frais qui vient. Les pêcheurs qui font ça, ils vont prendre le poisson dans le bateau vénézuélien. Oui. Mais c'est sous glace, c'est pas congelé. D'accord. Combien de temps un poisson peut rester sous glace et être quand même comestible? Eh bien, le poisson, ça peut rester un mois, hein, c'est sous glace. Un mois sous glace? Mais si, le poisson reste frais, c'est bien glacé parce qu'il y a une température. Dans le bateau, précisément, tout ça est prévu dans le plan que j'ai fait là. Parce que le bateau, il est frigorifié, il a un machin frigorifique, mais pour conserver la glace, mais il y a une température que la glace doit avoir. Donc il y a un thermomètre qu'on mesure la température pour voir si la température est constante pour tenir le pays. Et puis le poisson, il y a des couilles de glace dessus, il y a une machine à glace sur le bateau. Je n'ai même pas précisé ça, la machine à glace. Et sur le bateau qui fournit la glace et pour glacer le poisson. Et le poisson qui est sous glace, il n'est pas congelé? Non, c'est pas congelé. Et ça a la même saveur qu'un poisson complètement frais. Bon, les gens disent qu'il y a
peut-être une différence, mais le poisson, il est frais. L'essentiel, c'est qu'il est frais. Il n'est pas abîmé, il est frais. D'accord. Est-ce que je veux être pêcheur, j'ai besoin d'un bateau? Oui. Où est-ce que je prends l'argent pour l'acheter? Eh bien, c'est des subventions. Dans mon temps, on a essayé 3 plans de planche, les trois plans de pêche dans la filière pêche, mais ils ont échoué. Les bateaux n'étaient pas adéquats. La majorité des bateaux, c'était des bateaux qu'on a en France et qu'on a modifiés, c'était des bateaux de plaisance et ça ne correspond pas. Maintenant, j'ai fait un type de bateau qui correspond à la pêche et c'est son accessoire, son équipement. C'est dans le dossier. D'accord. Ouais. Ce bateau-là, qui est-ce qui vous donne des subventions? Si, eh bien, c'était l'État, c'était le Conseil général, le Conseil régional, le Conseil général, c'était ces institutions-là qui... Moi, ça, maintenant, c'est la CTM, c'est... Ok. Quand je veux un bateau pour faire la pêche à mi-clon, simplement à mi-clon, c'est-à-dire à l'horizon, c'est un bateau qui coûte combien d'argent? Un bateau comme ça, je ne sais pas tellement le prix, mais ça doit coûter des 30 000 euros, 20 30 000 euros. Hein. Plutôt 20 que 30 ou 30 que 20? Je ne sais pas exactement parce que... À peu près, 20 000 et 30 000 euros. Okay. Et le moteur, les moteurs, c'est à peu près pareil. Hein. C'est des moteurs de 200 chevaux, 250 chevaux. Hein. Donc vous en avez pour 60 000 euros? À peu près. Mais moi, de mon temps, c'était une yole qui valait peut-être 10 000 euros, et puis même pas autant, et puis un moteur qui valait peut-être 3 000 à 4 000 euros. Ok. Alors, revenons aujourd'hui sur 7 000 euros. Est-ce que les banques suivent facilement les pêcheurs? J'ai besoin de bateau de 60 000 euros. Est-ce qu'une banque va me faire confiance? Je ne pense pas. On leur donnait des subventions. Mais dans le cas échéant, c'est que le pêcheur, il sort de l'école. Il vient dans la paix. Il n'a pas de ressources. Et on vous dit, on vous donne des subventions, mais il faut avoir une facture acquittée. Il faut que vous ayez réglé le truc pour qu'on puisse vous rembourser. Ça ne colle pas. Les gens ne peuvent pas faire face. C'est bien ce que je vous dis. Donc, ce que les gens doivent faire, s'ils n'ont pas l'argent, c'est faire un prêt auprès d'une banque. Oui. Et puis ça ouvre les subventions. On a un minimum et les subventions arrivent, c'est ça? Ah non, les subventions, dans mon temps, c'était le principe. Vous achetez le bateau, vous vous mettez d'accord avec votre banque. C'est ça. Ouais, donc il faut d'abord que la banque... Crédit, si c'est possible, en fonction de vos revenus, tout ça, c'est pas toujours facile. Non, mais il fallait toujours trouver un aval. Oui. Si vous n'avez pas l'aval, vous n'avez pas de prêt. D'accord. Est-ce que les banques faisaient confiance aux pêcheurs pour pouvoir rembourser? Mais le pêcheur avait sa banque. Oui. Le pêcheur avait le crédit maritime. Oui. Alors, c'est ça qui m'a écœuré. C'est que le pêcheur avait un crédit maritime, il y avait une coopérative, il y avait une dizaine de points de vente, il y avait une usine de poissons. Tout ceci a disparu. Le seul qui est resté, c'est le comité de pêche. Il est mal entretenu. Vous avez été longtemps vice-président du comité de pêche, non? J'ai fait 3 ans là, mais 3 ans de bon travail. Ah ouais, 3 ans. On voulait me décorer, mais je n'ai pas accepté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu, par rapport aux professionnels, parce qu'ils étaient trop contre moi. Et ce n'est pas la peine de venir faire de la macaquerie, machin. Ce qui m'intéressait, c'est qu'ils pêchent. Parce que quand j'ai fait ça, les pêcheurs, ils étaient obligés d'emprunter de l'argent pour payer l'eau. Il y avait plus d'une vingtaine qui étaient dans cette situation-là. Et quand j'ai été voir l'administrateur, je lui essayais d'accélérer les choses pour que l'État avait une contrepartie à apporter. Il m'a dit, monsieur Zi, vous faites du zèle, mais cet argent-là, vous n'aurez pas avant 4 ans. Mais je lui dis, mais monsieur l'administrateur, les pêcheurs sont dit, vous imaginez, ils sont en train de faire des prêts pour payer là une année de rôle. L'autre année arrive tout de suite. Donc ils échelonnent ça sur un an, il y a des intérêts, et l'autre année arrive. Comment ils font-ils? Donc le problème, c'est relancer la pêche, c'est permettre aux pêcheurs de produire. C'est ce qu'il faut maintenant. Il m'a dit, vous faites du zèle, mais heureusement, il y avait M. Bolinois qui était dans la commission pêche à la région. Sylvain Bolinois. Sylvain Bolinois, oui. Et lui, il était au courant. Donc il a avancé l'argent sans croire qu'il n'y aurait pas eu de DCP. D'accord. Ouais.
C'était qui est-ce qui était président C'était M. du Agathe. conseil régional? M. Agathe. Non, du conseil régional à l'époque. C'était M. Marie-Jeanne. D'accord, donc c'est Sylvain Bolinois. Oui, qui c'était était Bolinois conseiller régional. il était dans la commission pêche. D'accord, Et ils avaient déjà une idée des DCP. d'accord. J'ai lu, vaguement, mais j'ai lu qu'il y avait des conflits entre les pêcheurs français et les pêcheurs anglais. Les pêcheurs anglais reprochaient aux pêcheurs français de venir sur leurs eaux pêcher. Est-ce que ce genre de problème existe dans la Caraïbe, où les Saint-Luciens nous disent « Ah ben mais non, vous arrivez trop loin, vous êtes trop près de nos côtes, etc. » Oui, ça a toujours existé, le pêcheur Saint-Lucien. Mais ce qui se passait, il faut le dire aussi, c'est que le pêcheur martiniquais allait faire commettre des bêtises à Sainte-Lucie. C'est quoi des bêtises? Des bêtises, je n'en parle pas. Bon. Mais si, mais dites-nous quelles bêtises. Des bêtises dans la pêche ou ailleurs? Bon, déjà, ils étaient interdits de venir dans les zones de pêche de Sainte-Lucie. Ils venaient là. Mais il y a des pêcheurs qui avaient leurs femmes à Sainte-Lucie qui faisaient le travail. Ils avaient leurs transactions qui n'allaient pas. D'accord. Il y a des choses incorrectes qui se passaient. Donc, Sainte-Lucie avait mis des portées. Et ils volaient les bateaux en Martinique. Ils allaient les déposer à Sainte-Lucie. Ils faisaient des échanges et ça a toujours été, ça va de soi toujours, hein, jusqu'à maintenant ils le font. On vole des bateaux en Martinique. Les canaux des pêcheurs, on les prenne. Il n'y a pas longtemps, hein, on a pris nous deux là. Et puis on les emmène à Sainte-Lucie. Soit à Sainte-Lucie, de Sainte-Lucie ça va aux îles anglaises, de l'autre côté. D'accord. Il y a tout un circuit, un mauvais fonctionnement là, donc ça... Bon, mais l'État a pris ça en compte maintenant, on surveille, on fait des choses, je pense que ça va se régulariser. Donc vous avez 88 ans. J'ai 88 ans. Et vous avez fait un schéma de développement durable de la filière pêche en Martinique élaboré sur 5 ans. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit vous qui fassiez ça? Bon, comme dit quand même, si vous pas fait, personne ne va faire. Donc personne ne va faire. Personne ne le fait. Et moi, je ne peux pas me permettre. C'est inadmissible pourquoi j'habite sur une île, pour qu'il y a du poisson tout autour, pour que c'est du poisson importé qu'il faut que j'achète. C'est pas possible ça. C'est inadmissible. D'accord. Vous dites qu'il y a du poisson tout autour. Est-ce qu'il n'y a pas une raréfaction du poisson dans notre environnement? Est-ce qu'il n'y a pas le problème de la pollution par le chlordécone d'une certaine partie de... Normalement, et c'est dans le dossier aussi, il y a des zones qui sont interdites, qu'on ne devait pas pêcher. Ça, c'est empoisonner les gens. Les gens, les pêcheurs, il y a des pêcheurs qui pêchent, mais non seulement les pêcheurs, il y a des plaisanciers, il y a, comment ça, un nom, ceux qui font la pêche missionnaire, là. Eh bien, ces gens-là, ils achètent, ils prennent nos poissons et ils vendent ça en dehors. Et ça, c'est en train d'empoisonner les gens. Les poissons, on a fait des essais. Là où il y a des embouchures, où l'embouchure, ça sort de la mer, eh bien, tous les déchets, des cônes, tout ça, toutes ces zones-là sont empoisonnées. Tous les poissons qui sont autour, on a déjà fait des recherches, les poissons, on avait dit de ne pas les pêcher. Et c'est moi, je précise qu'il faut mettre des balises pour baliser ces zones-là, pour qu'on puisse savoir que la zone est interdite, pour qu'on ne puisse pas continuer à empoisonner les gens. Il n'y a pas de balise? Il n'y a pas de balise. On dit que telle zone, ne pêchez pas. Mais le problème, le cas échéant, c'est qu'un Guadeloupéen, il sort de Guadeloupe, il peut venir pêcher en Martinique, on ne peut pas l'interdire, c'est un Français. Et de même, un Martiniquais, c'est pareil. Donc il ne sait pas, il n'y a pas de balise, il n'y a rien. Il pêche. Et lorsqu'il vend le produit de sa pêche, on ne peut pas savoir d'où vient le poisson. Mais il n'y a pas. Et moi j'ai prisé ça aussi, que le poisson de la Martinique, il y a un label, il faut tout ça pour identifier le poisson. Et tout ça est compris dedans. D'accord. À qui vous avez présenté ce schéma? Donc, vous êtes le premier. Ah, merci. Ouais. Vous êtes le premier, mais mes intentions, c'est d'envoyer un schéma à la préfecture, un schéma au comité de pêche, un à la CTM, un aux affaires maritimes, et faire part aux politiques, leur donner chacun en main. Les maires des communes, parce qu'ils sont concernés. Parce que les maires, il faut qu'ils apportent leur concours pour ceux qui habitent le littoral, les communes qui ont la mer. Donc ils doivent faire face, les maires, pour avoir des produits frais, pour avoir des installations à faire à terre.
Ce sont eux qui doivent donner des dispositions pour faire ça, ce sont eux. Donc ils sont inclus. En principe, tous les Martiniquais sont inclus dans ce processus. Parce que les Martiniquais, s'ils ne prennent pas conscience qu'il faut préserver la ressource, qu'il faut, comment dirais-je, aménager, pas aménager, hein, qu'il faut les zones de pêche, il ne faut pas les polluer. Ouais. Il faut les protéger. Ouais. Ouais, les protéger, les zones. Parce que tout ça joue un rôle. Le poisson, il s'écarte. Hein. Avec le chlordécone, les poissons se retirent, ils vont là. Maintenant, il faut aller chercher du poisson au moins à 200-400 mètres à présent. Et ce n'est pas encore le cas. Mais on est obligé de passer par là. Combien coûte un kilo de poisson? Eh bien, on m'a dit que ça se vend 14 € et quelquefois 16 €. Mais ils ont fait une fois dernièrement, là, ils ont vendu à 10 €. D'accord. En moyenne. Exceptionnellement. En moyenne, lorsqu'un pêcheur sort, oui. Il va sur un DCP. Oui. Il revient avec combien de kilos de poisson? Bon, c'est pas limité. Hein. Bon, ils peuvent prendre jusqu'à 300-400 kilos de poisson par moment. Mais ils peuvent prendre 50 kilos. C'est des thons maintenant. Sur les DCP, c'est soit des marlins, soit des thons, soit c'est la dorade. Quand c'est la dorade, ils peuvent prendre un bac de 50 kilos de dorade, à peu près. Et ils peuvent prendre des petits thons, deux bacs de petits thons. Des bacs qui... Mais quand le thon marche, ils peuvent prendre 3-4 thons. Un thon peut avoir 50 kilos, 40 kilos. Et de mon temps, c'était des thons de 75 kilos, de 80 kilos. Hein. Quand je prenais 2 thons, c'était pas... Mais je n'avais pas les techniques pour le prendre, comme les DCP. Ils venaient en banc, j'avais un repère que j'allais, et bien je voyais des thons nager toute la journée sur l'eau comme ça, mais je ne les prenais pas. D'accord. Ça, de les flatter, je prenais 1 ou 2. Je suis un pêcheur, je vais sur le DCP, oui. Je reviens avec des thons jusqu'à hauteur de 200 kg. Je vends le kilo 14 €, ça fait quand même une jolie somme. C'est pas le thon qu'on vend 14 €, le poisson rouge. Le thon, c'est combien? Le thon est de 12 €, je crois. Ok, même à 12 €. Je ne sais pas, enfin, j'ai pas bien le prix du poisson en tête. Hein, parce que mais c'est pas grave. Mais on m'a dit c'est dans les 14 € qu'on vend. Ils demandent 14 € pour lui. Okay. Donc, ça fait quand même une belle petite somme quand même. Ça ne va pas combien de temps d'aller sur le DCP de revenir? Ah, on a après avoir pêché. Hein, par 4 h du matin, on peut retourner à 9, 10 h, 8 h du soir, 9 h du soir. D'accord. Et on a gagné facilement 2500 €. Oui, mais pas tout le temps. Il y a des fois, on va, et puis les DCP sont sous l'eau, on ne peut rien pêcher. D'accord. On retourne sans rien. Et pour faire ça, ces moteurs qu'ils ont là, c'est 200, 300 litres d'essence tous les jours. Hein. D'accord. Quelle essence ils utilisent? Le diesel? Non, l'essence détaxée pour les pêcheurs. Ah, c'est l'essence détaxée? Oui, je crois. Ouais. D'accord. À votre avis, un pêcheur qui va sur un DCP, ça lui en moyenne, quoi, ça peut lui rapporter combien d'argent, sa journée de pêche? Mettons journée, la nuit. C'est pas limité, il faudrait calculer ça, je n'ai pas... Est-ce qu'un pêcheur gagne bien sa vie? Mais le pêcheur, il peut gagner sa vie, hein. Il gagne sa vie. Mais le cas échéant, c'est qu'il y a des temps creux. Par exemple, ces temps derniers, les DCP étaient coulés et même quelquefois ils disparaissent. Parce que quand il y a beaucoup de courant, les bouées sont sous l'eau. Donc le poisson ne reste pas. Ou le poisson descend très profondément, ou il part. Et quand les bouées reviennent, ils recommencent à revenir. D'accord. Donc toute cette période-là, eh c'est une période morte pour le pêcheur. D'accord. Le métier de pêcheur ressemble un peu au métier d'agriculteur, c'est-à-dire qu'il y a des risques dus au climat. C'est pareil, c'est saisonnier. Et tout ça, il faut en tenir compte. C'est pourquoi moi, j'ai mis en place dans le dossier un type de bateau qui permet de faire une pêche polyvalente. Et telle saison c'est ça, telle saison c'est ça, c'est ça. Mais le matériel est coûteux. Donc s'ils ne sont pas aidés, s'ils ne sont pas entourés, ils ne pourront pas faire ça. Il faut qu'ils soient entourés. Mais il faut qu'il y ait un quand même qui se lance. Parce que les gens ne veulent pas prendre de risques. Moi, j'ai gaspillé de l'argent. Pas gaspillé, ça m'a permis d'évoluer. Parce que j'ai fait toutes les techniques de pêche pratiquement. Qu'est-ce que vous appelez les techniques de pêche, c'est quoi? Eh bien, on pêchait, il y a la pêche au filet, il y a la pêche au casier,
il y a la pêche à la palanque, il y a la pêche à la lampe à eau, il y a plusieurs techniques de pêche. Des espèces différentes. La palanque, c'est quoi? La palanque, c'est quoi? La palanque dérivante, il y a la palanque de fond, et il y a la palanque dérivante. Alors, c'est quoi? La palanque de fond, c'est la palanque de thon. Ouais. Par langue? Par langue, oui. Par langue. Alors, c'est une ligne qui a une succession d'hameçons. On met des appâts dans les hameçons et la palanque dérive comme ça. Et ça va, au fur et à mesure, ça rencontre du poisson, ça pêche. Les Vénézuéliens pêchent comme ça. Tous les thons qu'ils prennent, c'est avec la palanque. D'accord. Moi, j'ai fait la palanque avec le gars. On a fait pendant une année. Et c'était dans les eaux de Guyane. On est arrivé à prendre 3-4 tonnes de thon. Donc pour que ce soit rentable, il faut parfois qu'on aille jusque dans les eaux de Guyane. Ah oui, mais il faut aller dans la zone du poisson. Hein. Ça prend combien de temps d'aller là-bas? Eh bien, pour aller sur le banc de Guyane, il faut 4 jours. 4 jours pour aller, 4 jours pour revenir. 8 jours. 8 jours. Et les pêcheurs guyanais ou vénézuéliens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les pêcheurs guyanais, eux-mêmes, ils n'ont pas tellement dépêché. Comme alors quand il y a beaucoup de poissons, il y avait la coupa, ils ont beaucoup de différents poissons. Donc, ceux qui faisaient la pêche, ceux qui étaient responsables de la pêche-là, permettaient aux Vénézuéliens de pêcher en Guyane et d'apporter une partie de la pêche pour eux. Alors donc, ils revendaient ça, ils faisaient ça. Et le Vénézuélien même prenait le poisson et il le ramenait en Martinique. Ah, d'accord. Ok. Je vous écoute et je me dis que le plus simple, c'est de laisser tomber la pêche et puis d'acheter du poisson qui vient d'ailleurs. Acheter du poisson d'ailleurs, et puis c'est la loi de la facilité. Hein, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait couramment. On a réduit un peu, mais c'est ce qui a toujours été. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que ce ne serait pas la solution? Parce qu'on parle beaucoup d'autosuffisance alimentaire, et donc ça participe, cette volonté de faire de la pêche. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Si, il est préférable, parce que le poisson qui est importé, c'est un roulement qu'il y a, mais il n'y a pas d'économie pour le pays, puisque le Vénézuélien, quand ils vendent le poisson pour la Martinique, il part avec l'argent. Et le Martiniquais, c'est sur le bénéfice qu'il va faire qu'il s'en sort ici. Tandis que quand on va à la mer, on prend le poisson, eh bien l'argent reste en Martinique. Ça ne va pas ailleurs. D'accord. Mais la ménagère martiniquaise, oui, qui va acheter son poisson, oui, et qui voit un poisson à 14 € le kilo et un autre à 10 € le kilo qui vient d'ailleurs, est-ce que vous lui reprochez d'acheter ce poisson à 10 €? Non, on ne va pas la reprocher parce que personne n'est contre son intérêt. Donc ils vont profiter, ils vont acheter du poisson à meilleur marché. Mais les gens mangent mangent du poisson maintenant. Le poisson est trop cher. Ils mangent de moins en moins du poisson. Là où on achetait les poissons, où les gens venaient, tout ça. Et puis les choses ont différé maintenant. Le pêcheur, maintenant, il faut qu'il y ait, parce que les gens travaillent. Ils ne peuvent pas prendre du poisson pour écailler du poisson, apporter dans les immeubles, tout ça. Il y a tout un dispositif qui joue pour pouvoir pallier à la situation, si ce n'est pas suivi. Alors, la personne, le mari travaille, la femme travaille, il arrive le soir, eh bien, il dépose son machin dans une poissonnerie, on lui met du poisson tout assaisonné, il prend son poisson, il va chez eux, il ne fait que cuire. Ou bien il va manger à un hôtel. Honnêtement, je vous écoute et vous avez l'air d'un sage. Oui. Est-ce que vous pensez que la pêche a encore un avenir en Martinique? Mais bien sûr, bien sûr. À partir du moment que la pêche est entourée, la pêche est encadrée, il n'y a aucun problème. Maintenant, on n'a pas suivi les choses comme il le fallait. On avait les outils qu'il fallait, mais le pêcheur n'était pas motivé pour pouvoir bénéficier de ce qu'il avait. Parce que l'Institut de pêche, sa responsabilité, c'est trouver les techniques de pêche. On devait dire aux pêcheurs, comme ils l'ont fait, mais on ne venait pas réclamer. L'Institut de pêche, j'ai des documents où ils ont fait des recherches. Je vous dis, les données sont à Calais. Et nous n'avons pas les données ici. Ça n'intéresse pas aux pêcheurs. Ouais. On les a inculqués dans la tête que l'Institut de pêche, c'est manger de l'argent, c'est ci, c'est ça, voilà. Et puis ils sont restés là comme des connards, et puis voilà la situation maintenant. Et il n'y a pas de jeunes pêcheurs? C'est très peu, hein, c'est très peu. Maintenant, je pense que si
on arrive à les solliciter, par exemple, parce que j'ai entendu sur une émission sur KMT, l'école de pêche, il y a quelqu'un qui a pris ça en main maintenant. Donc, et là encore, ils vont former, c'est une bonne initiative, on va former des gens pour le métier de la mer, mais pour la pêche même. Parce que j'ai précisé dans mon dossier que sur un bateau, on a besoin d'un mécanicien, on a besoin d'un cuisinier, on a besoin d'un patron de pêche, on a besoin des matelots. Et celui que je vous dis qui pêchait le poisson en Guyane, il jouait tout le rôle, c'était lui capitaine, il était dans la glace, il était partout. Mais quand vous faites ça, à un certain moment, vous êtes épuisé. Il a laissé tomber. Et il n'a même pas trouvé quelqu'un pour prendre la relève. D'accord. Oui. Il y a un moment où on fait la chasse. À un moment, on va chasser le bison, on va chasser le buffle, oui. On va chasser. Oui. Et puis à un moment, on fait de l'élevage. Oui. Donc on fait l'élevage, on va faire des bœufs, on va faire des vaches, on va faire des moutons, l'élevage. Oui. Et c'est un moment de civilisation par rapport à la chasse. Oui. Vous, c'est pareil. Vous partez à la chasse aux poissons, alors qu'on peut faire l'aquaculture. Pourquoi vous développez l'aquaculture est comprise aussi. Parce que l'aquaculture se faisait par l'ivre-mer. Mais il y avait certains pêcheurs qui étaient intéressés, qui le faisaient. Mais peut-être par rapport aux intempéries, par rapport à certaines circonstances. Et puis ils sont devenus grands aussi, ceux qui faisaient ça, ils ont abandonné. Les jeunes n'ont pas pris la relève. Oui, mais c'est plus facile d'élever des poissons que d'aller les chasser et les pêcher. On peut le faire en complément. On peut faire les deux. En complément. Mais on ne va pas arriver à faire du poisson d'élevage pour satisfaire la Martinique. Vous n'y croyez pas? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment... Les zones ne sont pas trop adaptées non plus. Et les contacts sont accidentés, tout ça. Donc quand il y a mauvais temps, il y a tout ça. On va laisser ça au gaz maintenant. Mais on ne peut pas faire ça à certains endroits. Mais les fois, je crois qu'ils en font toujours. Mais nous avons des qualités, des variétés de poissons qu'on peut faire l'aquaculture avec. Je connais des poissons, par exemple les sattes-queues jaunes, ce sont des poissons qui reproduisent facilement. Et je vous dis ici, les premières choses qu'on devra faire, mais ça, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas de l'accompagnement. Les zones de pêche, proprement dites, elles sont épuisées. Il suffirait seulement de laisser les zones de pêche en repos pendant 3 ans. J'avais mis un dispositif en place, on avait respecté ça un petit peu, et moi, après les 3 ans, j'ai mis des casiers là où on ne prenait pas même un poisson. J'ai pu capturer 10 à 15 kilos de poissons, et des poissons de taille, des poissons d'1 kilo, de 2 kilos. Ce qui signifie que le poisson se reproduit. Mais enfin, ce que vous dites est extraordinaire. Je veux dire, je suis pêcheur. Oui. Je pêche, ça mange bien. Oui. Maintenant, il faut laisser reposer. Oui. Alors pendant 3 ans, je ne travaille pas. Oui, restez 3 ans. Non. Ben, il faut que je vive pendant 3 ans. Il faut que l'État, les acteurs concernés, les prennent en considération. Parce que les DCP étaient faits pour ça, étaient calculés pour ça, pour qu'on aille pêcher au large et qu'on laisse les plateaux se reposer. Donc, ils sont restés là-dedans toujours. Ça a duré un bout de temps, mais quand ils ont vu le repeuplement, ils sont tombés là-dedans. Parce que s'ils avaient arrêté, pêcher saisonnièrement, pêcher pendant 6 mois et fermer pendant 6 mois, le poisson aurait eu le temps de se reproduire. Mais ils sont tombés là-dedans, c'est 24 sur 24, 24 sur 24. Il sait qui? Eh bien, c'est épuisé. Ce sont les pêcheurs. Si. Quand vous dites ils sont tombés là-dedans, ce sont les pêcheurs. Les pêcheurs, comme les plaisanciers aussi. Hein. C'est pareil pour les oursins. Vous voyez là, 1 kilo d'oursin coûte 80 €, je crois même plus. Oui. On est forcé de ne même pas ouvrir la saison parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Il n'y a pas. Et on pouvait mettre des dispositifs en place pour permettre aux oursins de faire l'élevage d'oursins. Ce sont des choses qu'on avait commencé, mais qui n'a pas suivi son cours. Est-ce que les pêcheurs sont très concurrencés par les plaisanciers? Très, très. Chaque personne, il a son bateau. Eh bien, il va en mer, il pêche. Et ça, il faut que ça soit strictement réglementé. Il faut réglementer ça. Ah ouais, ça, strictement. Le pêcheur, c'est un plaisancier. Le plaisancier, c'est sa plaisance, c'est sa loisir, c'est ça. Mais il ne doit pas toucher à la pêche. Les pêcheurs, eh bien, ils vont. Mais manque de peau, il y a des pêcheurs qui donnent des points de DCP
aux plaisanciers pour leur donner en contrepartie des choses. Il y a des pêcheurs qui le font. Hein. Pour pêcher, il faut quel document? Pour pêcher? Pour pêcher, si vous avez besoin de documents, est-ce qu'on peut vous contrôler, la police, la gendarmerie? Oui, vous avez un rôle d'équipage, vous avez des trucs, hein, oui, on vous contrôle. Vous avez un rôle. Oui. Mais le contrôle n'est pas fait. C'est ça le problème. N'est pas fait. Donc rien n'est fait dans ce pays concernant la pêche. Si. Vous êtes en train de nous expliquer que rien n'est fait. Rien n'est fait, c'est qu'il n'y a pas de suivi. La pêche n'est pas suivie, n'est pas accompagnée. Et puis, les pêcheurs, même ceux qui sont responsables de la pêche, n'ont pas été en capacité de mettre les documents suffisants dans les mains des politiques pour pouvoir défendre la pêche. Ce n'est pas la politique qui va venir en mer pour savoir ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez pas besoin. Et puis il faut donner, quand on vous demande de donner des rapports, des statistiques de ce que vous faites, eh bien ils ne le font pas. Ok. Monsieur Zi, les politiques ont quand même mis en place une école de pêche. C'est-à-dire qu'ils ont dit à des jeunes, venez vous former, oui, vous allez être on des m'a dit pêcheurs. qu'à l'école, il y a 60 qui sont en train de se former là. Bon. Donc Mais- ils ont fait le job. Oui. Mais les 60, ils seront formés, ils seront navigateurs de commerce, ils seront pour conduire des bateaux de plaisance, ils seront des machins. Ils auront un permis d'après international, comme on dit. Mais pour la pêche proprement dit, parce que quand vous faites la pêche, c'est sur un bateau qu'il faut rester. Il faut dormir sur la mer. Hein. Donc vous pensez que l'école de pêche n'est pas efficace pour former des N'est pêcheurs? pas encore, mais il faut qu'elle soit. Mais en fait, n'est pas encore, ça fait je Ouais, sais pas parce combien que dans d'années le qu'elle dossier, existe. on va les inviter ici, là, Oui. ouais, pour leur parler, pour leur faire savoir ce qu'ils doivent faire, ouais, s'ils ne le savent pas. Et tout, depuis le préfet, depuis toutes les institutions, il faut les appeler et les interroger à chaque fois. Voilà votre droit. Et puis ils ont leur dossier en main maintenant. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ils ont les dossiers en main. Ils l'auront. D'accord. Oui. Ce qui est inquiétant quand même, c'est qu'on ne sent pas chez vous qu'existe une relève, quoi, qu'il existe des jeunes qui ont envie d'être pêcheurs, qui sont formés pour l'être et qui ont envie de l'être. Bon. Alors je vais vous dire une chose. Au comité de pêche, il y a un gars qu'on a désigné. Et un jeune, on lui a choisi, enfin, il a dit, d'après il a des connaissances, tout ça. Je l'ai vu passer sur une émission ici à KMT. J'ai entendu son langage, j'ai entendu ce machin, j'ai dit, il est encore loin de la PAC. Je vais lui donner un coup de main. Oui. Je l'ai interpellé. Jamais il n'a mis les pieds, je ne l'ai jamais vu. Hein. Je crois qu'il m'a répondu une seule fois. Il n'a jamais mis les pieds. Je n'allais pas préparer ça sans lui, j'allais préparer ça en même temps que lui. Parce que c'est lui qui doit défendre ces dossiers-là. Oui, Parce que c'est le comité de pêche qui est responsable de ça. C'est ce que j'allais vous demander. Quels sont vos rapports avec le comité de pêche? Ouais, ouais. Est-ce qu'il est bien géré? Comment ça se passe? Mais il ne peut pas, il n'a pas les éléments qu'il faut. Il ne peut pas. Et puis il n'a pas les idées non plus qu'il faut. Il voit les choses d'une façon. Mais ça, je l'interdis de trouver ça, d'avoir ces idées-là. Il ne peut pas avoir ça. Attendez, vous êtes le seul en Martinique à avoir, Je ne suis pas le seul. avoir des idées? Mais de mon âge, eh bien, je fais partie de ceux de mon âge qui ont connu la pêche à ce moment-là et jusqu'à maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité pour vous de vous entourer de quelques jeunes? C'est difficile. Bon, c'est ça que j'essaie de faire. Donc, je vais lui donner un dossier en main. Et voilà, je vais lui dire, voilà ce que vous avez. Vous allez le convoquer aussi. Hein, parce que, et quand Moi, je ne là, convoque pas, j'invite. vous allez l'inviter, ouais, d'accord. Donc, c'est très bon. Et vous faites un travail merveilleux. Je vous dis que ce que vous faites là, ça va rapporter pour beaucoup à la Martinique. Parce que grand nombre de personnes ne savent pas ce qui se passe. Les autres médias, c'est un haut lieu. Les gens de la Martinique ne savent pas pratiquement. Et je me rends compte, eh bien, je ne sors pas, mais je suis au courant de beaucoup de choses. Hein. Il y a des choses, comme j'ai le temps, je regarde KMT depuis l'ouverture jusqu'au soir. La mission de minuit, là, j'étais là-dedans. Et je vais faire une émission sur l'évangélisation aussi. D'accord. Alors précisément, je vais vous demander, enfin, il ne faut pas que je parle là. Après. Vous allez me le demander dans mon bureau. Ouais. En tout cas, je suis très touché par ce que j'ai en main. Oui. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire des plans de développement pour la Martinique. C'est ça qu'il faut. Bon. Et là, j'ai un schéma, vous l'avez appelé Oui, schéma, ouais, mais ça peut s'appeler autrement. Oui. Et on sent quelqu'un qui a travaillé Ouais. et qui a des solutions. Ouais. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire, quoi. Je veux dire que vous avez
fait ce travail-là, tout seul, à l'âge de 88 ans. Ça devrait interpeller toute la Martinique. Mais ça, tous les politiques, par exemple, ils ont fait une émission sur l'agriculture hier soir. J'ai entendu leur tour. Les jeunes, c'est le même problème. Ils ont confronté à ce même problème. Ils ont fait des coopératives, ça n'a pas tenu. Mauvaise organisation, mal structurée, mal entourée. Il ne peut pas arriver. Comment vous expliquez qu'on n'y arrive pas, tout est mal structuré, on n'arrive pas à structurer? Parce que les gens qui défendent les structures ne sont pas assez directs. Les gens qui font ça, ils sont plus en train de chercher leur avantage. Ils ne pensent pas aux autres. Moi, je me mets de côté. Moi, je n'ai aucun intérêt dans ça. Vous êtes raciste, hein, vous dites que les Martiniquais sont égoïstes, qu'ils pensent qu'à eux-mêmes. Vous dites ça vraiment? Si. Vous pensez que les Martiniquais ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leurs avantages? Mais c'est le coin de Martinique. Le problème du Martiniquais, je vous dis, le problème fondamental, c'est que le Martiniquais n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire quelque chose. Oui, mais... C'est ça l'échec. Mais est-ce que vous n'êtes pas la preuve de ça? Parce que pourquoi il n'y a pas une équipe autour de vous pour porter ça et tout ça? Mais je vous dis, le jeune, il est responsable. Cette responsabilité, c'est lui. Je les ai appelés pendant plus d'une dizaine de fois. Pourquoi il m'a répondu une fois? Il n'a jamais mis les pieds. Alors comment peut-on avancer? C'est pareil, c'est dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire et que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Eh bien, on a fait le tour. Moi c'est que je présente le schéma, c'est que je suis toujours là, disponible pour pouvoir apporter mes conseils, mes idées et donner, comme je suis expérimenté dans la pêche, je connais la pêche, donc donner des possibilités et puis voir ce qui ne va pas et ce qui va. Donc tout est ciblé là. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Non, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Ouais. On va arrêter, on a 1 heure d'émission. Oui, d'accord. C'est bon, il n'y a plus rien à dire. Alors mon souhait le plus absolu, c'est que les jeunes pêcheurs se mettent au diapason, parce que la pêche c'est un avenir, c'est un secteur économique, ça crée des emplois, ça permet, c'est la survie de la Martinique. On ne peut pas être sur une île et puis importer du poisson, c'est pas possible, ça c'est inadmissible ça. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas, des gens qui sont dévoués et qui sont disposés à faire avancer les choses. Vous habitez où, au François? Si, le François, j'habite le bourg, à La Rochelle, chez vous. Ah, vous habitez le bourg. Ouais. Et vous n'êtes pas sur le bord de mer, alors? Non, je ne suis pas très loin de la mer. Il y avait le canal, il y avait tout ça. D'accord. J'ai laissé la pêche maintenant, je ne vais plus. Vous n'y allez plus du tout? Mais je ne peux pas, je ne vois à peine et... Vous êtes un peu handicapé, quoi. Mon temps, c'est ce que je peux faire. Ce que je fais là. D'accord. Mais j'espère que votre propos a été entendu, que votre cri a été entendu également. On sent bien que c'est quelqu'un qui a envie que ça avance. Mais il faut que ça avance. Il y a sans l'ombre d'un doute, ça peut avancer, ça doit avancer. Ça doit avancer. Mais il faut des responsables. Il faut des gens qui s'engagent. D'accord. Merci beaucoup. Quand j'ai entamé le problème de DCP, eh bien, on n'y croyait pas. Les professionnels même n'y croyaient pas. Et pourtant, Dieu seul sait, si la pêche existe toujours, c'est grâce à ça. Parce qu'il n'y aurait pas eu de pêcheur. D'accord. Vous vous appelez M. Zi? Guy. Guy, c'est votre prénom? Oui. Mon prénom, c'est Guy. Le nom de famille, c'est Guy. C'est Zi. Et mon nom, pour moi, c'est Guy. Ok, donc vous êtes M. Zi? Guy. Oui. Vous habitez le bourg du François? Oui, le bourg. J'ai toujours habité le bourg du François. Et vous êtes prêt à aider tous les jeunes qui pourraient s'investir dans la pêche? Et vous croyez que c'est dans la pêche seulement? Je viens de faire une émission là, il y a la semaine dernière, ici, dans votre émission avec M. Diaz. 100%, M. Diaz. Eh bien, sur l'élevage des chevaux, on va nous entendre là. Vous occuperiez alors des chevaux? Oui. Alors, quand j'ai arrêté la pêche, j'avais un petit-fils que j'emmenais, il avait à peu près 5 à 6 mois. Je l'emmenais, avec le temps, je l'emmenais prendre du frais. Et il y avait un cheval qui était attaché sur la route. Et je vois quand je passais près du cheval, il faisait sa main, on voit qu'il était...
je l'approchais comme s'il voulait. Alors l'idée est venue, m'a dit, j'ai dit, bon, je vais lui acheter un petit cheval, ça va me servir de distraction, et puis il aura son petit cheval. Et puis j'ai commencé comme ça. Il m'a acheté un poney alors. Hein? Vous avez commencé par un poney sûrement. C'est pas un poney, un cheval. Un cheval carrément, tout de Oui, suite. j'ai acheté le cheval, 1500 francs dans ce temps-là, pour lui. Et puis je l'ai fait grandir. Et il a aimé ça tout de suite. Oui, il avait aimé, mais malheureusement, quand il a pris de l'âge, il s'est retiré. Ah bon. Il a retiré. Mais j'ai vendu le cheval 40 000 francs pour lui. Et puis son argent pour lui, j'ai mis ajouté des choses. Et puis j'ai continué. Mais je n'ai pas fait les chevaux de selle. C'était des chevaux de balade. Donc c'est venu, il n'y avait plus de place avec les voitures, tout ça. Les gens n'étaient plus intéressés par les balades, ils ont laissé tomber. Moi, je suis arrivé à avoir 7 chevaux que je n'arrivais pas à vendre. Alors j'ai bradé ça et puis j'ai fait les chevaux de course. D'accord. Maintenant, les chevaux de course, en 2010 10 ou 12, je ne sais pas, je suis passé pour le premier leveur de la Martinique. Chevaux de course. Oui, et avec 2 juments. Vous avez gagné plein d'argent alors. Mais il n'y a pas d'argent dans ça. Mais c'est vous gagner les courses. Je vais vous expliquer. Moi, mon but, j'étais éleveur. Je faisais des chevaux. Je fabriquais des chevaux de course. D'accord. Je fabriquais des chevaux. Mais quand je les vendais, il y avait des difficultés. Ils n'achetaient pas. Et quand ils achètent, on vous donne une acompte. Et puis petit à petit, vous ne voyez pas ce que vous faites avec l'argent parce qu'il faut resoigner le cheval tout le temps les autres. Donc je n'avais pas aucun intérêt. Vous n'avez pas des chevaux qui couraient, quoi, qui faisaient des courses. Les chevaux couraient. Mais une fois que je les ai vendus, ils ne sont plus à mon nom. D'accord. Mais par contre, on me donnait une prime en fonction de leurs gains. Un pourcentage sur les gains. D'accord. Et c'est ça qui me permet de survivre, qui me permettait de survivre et de soigner les autres. Mais si c'était pour le prix du cheval, ce que je dépensais pour un cheval, ce n'était pas entré. Parce qu'un cheval, pour qu'il arrive à la course, il faut soigner la maman et pendant 6 mois d'avant pour la préparer, et 11 mois pour la gestation, et le petit 2 ans pour qu'il soit prêt à la vente. Il fallait dépenser de l'argent pendant 3 ans sans avoir un sou. D'accord. J'ai fait des champions et moi, mon but c'était de faire des chevaux pour envoyer en métropole. Et malheureusement, je suis tombé malade, j'ai arrêté. Et je cherche des gens, hein, je leur dis ça, j'ai lancé l'appel, s'ils sont prêts, il y a quelqu'un qui a du terrain, et j'ai fait ça avec 1 hectare de terrain. Parce que le cheval, il demande du terrain pour se défendre, pour se défouler, pour s'entraîner, avec 1 hectare de terrain. Et je faisais, eh bien, ce sont tous des champions, presque tous. Tous qui? Tous les chevaux, ils ont couru. J'ai des chevaux qui ont couru jusqu'à 12 ans, 14 ans. Ceux qui ne vont pas faire, parce que le cheval était fabriqué. Est-ce que vous êtes vous-même cavalier? Et moi, je n'ai jamais monté un cheval. Sérieux? Sûr. Celui le premier que j'ai fait. Même pas les chevaux de promenade? Ouais, non. J'ai jamais promené un cheval. Mais non, mais le cheval de promenade que j'ai fait, quand je devais le monter, on avait des bourreaux pour essayer de le monter. On est venu après moi, on m'a flatté et je l'ai vendu. Je l'ai vendu. Et puis les chevaux de course, vous ne les montez pas comme ça. Et puis il y avait un certain âge, je n'ai pas pris de risque. Moi, ce qui m'intéressait, de les élever, j'ai fabriqué des chevaux. Un cheval, je vous dis ça. J'ai eu des chevaux à un moment, et c'est vraiment un truc passionnant, effectivement. Ah ouais, ça. Ah ouais. J'ai fait des chevaux. Même les chevaux de France, je les gagnais. Mais moi, ce que j'allais faire maintenant, c'est faire des chevaux et les exporter en France. Et je suis sûr que j'allais m'en sortir, parce que les chevaux que j'avais, c'était des chevaux. Hein. Vous les achetiez où? Mais malheureusement, quand je les vends, les gens ne savent pas gérer le cheval. Ils ne peuvent pas continuer la nourriture. Vous les achetiez où, vos premiers chevaux? Vous les aviez achetés où? Si. Les premiers chevaux que le vous premier, avez... c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Ferratio. Il faisait un peu d'élevage comme ça, sauvage. Oui. Ils attachaient les chevaux sur les bords des routes, comme ça. En Martinique même? En Martinique, mais ils s'en sortaient hein, parce qu'il n'y avait pas de chevaux en ce temps-là. D'accord. Et vous pensez qu'on est capable de faire ça, de fabriquer, comme vous dites, des chevaux en Martinique qui pourraient se vendre en France et courir à Longchamp et tout ça? Si on peut le faire. Moi, je peux le faire. Je ne sais pas pour les autres. Hein. Moi, j'étais parti pour le faire. Vous pouvez montrer à des gens comment le faire. Le dernier cheval que j'ai vendu,
Je l'ai bradé, je l'ai vendu 10 000 euros. Et je l'ai bradé, parce que je ne pouvais pas, parce que pour que le cheval puisse courir, il faut que ça soit sur un entraîneur. Et l'entraîneur, il faut qualifier, il faut reconnaître tout ça. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je suis éleveur. Je ne me suis jamais versé dans les courses, mais dans l'élevage. Et à partir de 2 ans, je les vends. Mais ce sont les gens qui les achètent qui en bénéficient. Bien sûr. Parce que moi, je ne tire aucun profit. Si ce n'est que la prime que vous avez. D'accord. Donc, j'avais 2 derniers. Je l'ai cédé à un qui m'avait, pendant ma maladie, qui s'occupait pour moi, tout ça, je lui ai donné la moitié d'eux. Et puis, l'autre, je l'ai bradé. Le cheval, il a fait 5 courses. Il a fait 5 fois 2e, 1 fois 4e. Et puis après, il a gagné 2 grandes courses, une course de la Martinique, une course sur la Guadeloupe. Une course sur la Guadeloupe. Et avec quel âge? Hein? C'est un cheval de quel âge? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et les chevaux, je les vends. Entre 2 ans et 3 ans, les chevaux, ils sont performants. Mais à partir de 3 ans, ils commencent à être fatigués et on ne leur donne pas le soin qu'il faut, l'entretien qu'il faut. Donc ils diminuent. Et je les prends. Je les remets, je les reconstruis et je les remets. Et puis, je les remets. Et puis, il gagne. Et puis, il gagne. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Nous avons eu le plaisir de converser devant vous avec M. Zi, de son nom, Guy, de son prénom, qui habite au François, au bout du François. Oui. C'est un monsieur qui a fait un programme pour la pêche martiniquaise, mieux qu'un programme, un schéma de développement. Et je pense que, les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont intéressés par le développement de la pêche en Martinique pourraient prendre contact avec M. Zi, qui est âgé de 88 ans, donc qui cherche forcément une relève. Et donc je pense que ça peut être une très bonne chose, d'où l'invitation que je vous ai faite aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci aux auditeurs qui ont écouté. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt. À bientôt.